Charlotte Delabaume. Bonjour Nicolas. Donc je vous présente, merci premièrement, de participer à cette série d'interviews, cette série qui s'appelle Femmes fédérales, donc des candidates de tous les partis, les grands partis du canton de Vaud qui se présentent pour représenter leur parti et leurs idées dans la lutte pour les élections fédérales qui auront lieu en octobre prochain. Charlotte, vous êtes représentant des Verts libéraux vaudois et également vous êtes assez engagée dans l'écologie puisque vous êtes la fondatrice de l'entreprise Bilong qui s'occupe de faire des éco-scores sur les différents aliments. Donc j'ai peur de vous en parler, mais pour que les électeurs et les électrices vous connaissent, vaudois et vaudoises vous connaissent un peu plus et dire mais qui est cette candidate, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes lancé en politique? On y reviendra après. Volontiers. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Donc, Charlotte Delabaume, comme mon nom l'indique, je suis née en France, mais j'ai principalement grandi en Suisse où je suis arrivée à l'âge de 11 ans, parce que ma mère est suisse. J'ai eu la chance de grandir très proche de la nature grâce à mes parents. J'ai ensuite fait des études à l'école hôtelière à Lausanne. C'était une période assez charnière pour moi parce qu'elle était très riche en paradoxes. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait des rencontres qui ont été riches, mais c'est aussi à cette période-là de ma vie que j'ai été particulièrement sensibilisée aux enjeux climatiques, à la consommation de ressources, au gaspillage. Et c'est suite à ça, donc j'avais 23 ans, que j'ai créé cette société Bilong, qui est spécialisée dans l'étude d'impact environnemental des produits alimentaires. Aujourd'hui, c'est une société qui va avoir 9 ans, qui travaille avec des centaines d'entreprises de restauration en Suisse et de cafétérias d'entreprises. On travaille aussi activement avec l'industrie alimentaire, que ce soit les fournisseurs de denrées alimentaires, des grands distributeurs connus, mais aussi des fleurons de l'industrie suisse, dans le but justement d'amener plus de transparence pour les consommateurs, pour les accompagner, pour faire les choix les plus durables possibles, consommateurs et professionnels. Donc on peut dire que vous avez une double casquette, c'est à la fois vous êtes entrepreneuse, donc vous êtes directement lié au tissu économique, vous dites, il y a une boîte à faire tourner quelque part sur le terrain, mais en plus vous êtes d'un côté militante, donc militante au sens large, hein, pas seulement, mais c'est-à-dire qu'en gros vous défendez certaines causes, certaines visions, et vous essayez de le faire également dans le débat public avec notamment le parti des Verts libéraux vaudois, quoi. Oui, alors en effet, j'ai beaucoup de casquettes. C'est vrai que mes engagements, ils se transcrivent de plusieurs manières différentes. La création de cette société, c'était une manière de concilier activité professionnelle et modèle économique pour me permettre de continuer mes engagements et puis de faire bouger justement les acteurs de l'économie parce que à l'époque, je pensais que le changement, il passait principalement par les acteurs de l'économie. Je ne croyais pas tellement à la politique parce que je m'y intéressais déjà peu et aussi parce que je trouvais que tout était très lent. Au final et que... Ça s'appelle la Suisse. Voilà, mais globalement, je ressentais déjà l'urgence climatique très, très fortement. J'avais l'impression que voilà, ça avançait pas. C'est une vision qui a un petit peu changé par la suite. C'est pour ça que il y a quelques années, je me suis engagée avec les Verts libéraux après avoir étudié un certain nombre de partis politiques avant de choisir celui-ci. Alors pourquoi ce choix? Alors c'est vrai que plus naturellement, je me serais d'abord tournée vers les Verts. D'ailleurs, j'ai été en contact avec un certain nombre de membres et d'élus à cette époque-là. Je partage beaucoup d'affinités, que ce soit dans leurs valeurs ou par rapport à certains élus aussi. Maintenant, en termes de mesures concrètes, c'est pas forcément un parti qui me correspond. Voilà, j'ai besoin d'un parti qui soit plus pragmatique en fait, plus proche de la réalité, qui soit aussi qui sortent un peu uniquement des taxes et puis des mesures contraignantes. L'écologie punitive en fait. Voilà, exactement, pour la population et pour les entreprises. J'avais besoin de pouvoir, enfin pour moi-même et aussi pour les acteurs professionnels que je côtoyais, de pouvoir proposer une vision plus positive et qui fait plus envie de l'écologie, qui implique davantage les milieux économiques et puis aussi qui promeut une forme de croissance économique saine, mais attention, bien sûr, raisonnée. Voilà, c'est cette vision un peu plus pragmatique que j'ai retrouvée chez les Verts libéraux. Je suis un petit peu intéressée à la droite aussi, de par mon parcours entrepreneurial. L'école hôtelière de Lausanne, effectivement, c'est plus proche de ce genre de milieu. Voilà, exactement. Alors, je partage aussi certaines valeurs avec la droite. Maintenant, il y a un certain nombre d'engagements environnementaux affichés qui sont loin d'être appliqués ou promus. Donc, je me considère aujourd'hui progressiste, bien au centre chez les Verts libéraux. Et du coup, j'ai une première question qui est un peu taquine, entre guillemets, c'est est-ce qu'il n'y a pas de risque on a vu justement
l'importance est grandissante, et heureusement dans certains domaines, certains pourront dire de votre entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts entre les revendications politiques ou le milieu, on va dire, politique, la place publique suisse, et une certaine connivence avec un certain nombre de types d'entreprises? Les questions peuvent se poser parce qu'elle dit elle fait de la politique pour défendre certains sujets, c'est tout à son honneur, et en même temps elle fait une entreprise également qui a de nombreux partenariats avec d'autres entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts et surtout comment les éviter? Alors, je suis loin pas la première politicienne à exercer une fonction dans l'économie privée. Ça, c'est vrai. Et à porter la voix politique d'un secteur ou de plusieurs catégories de la population. Je pense qu'après, c'est la responsabilité de chacun et de chacune de se retirer en cas ou d'être moins présent sur la scène en cas de conflit d'intérêts potentiel. Maintenant, au contraire, je pense que ça donne une légitimité parce que justement, je ne suis pas dans de la recherche, je suis dans la vie concrète, j'entends les enjeux de la population, mais aussi de certaines branches économiques, et ça me permet d'être davantage force de proposition pour trouver des solutions qui sont vraiment tournées vers l'action. Vous avez expliqué que vous êtes lancé en politique parce que vous dites je veux changer le monde, ou faire avancer certains sujets par rapport à l'entreprise, mais je veux le changer. Pourquoi particulièrement la politique vaudoise, parce que vous êtes lausannoise, donc ça peut se comprendre au niveau de l'emplacement géographique, mais pourquoi spécifiquement les élections fédérales? Comment en fait, ça m'intéresse le parcours, comment vous êtes retrouvé sur ces listes sur cette liste vert libéral pour les élections fédérales? Parce que des fois, quand on démarre jeune, on passe pas forcément directement sur les listes de l'élection la plus importante, en tout cas au niveau du statut de la Confédération. Bah, c'est vrai que j'ai dépensé beaucoup d'énergie et de temps, et je le fais toujours via mon entreprise pour essayer d'embarquer les milieux économiques vers plus de durabilité. Mais bien que je sois pleine d'optimisme, parfois, comme beaucoup de gens, je me laisse aussi rattraper par quelques idées plus sombres, et notamment par l'urgence climatique et par voilà, quelques bribes de déprime aussi par rapport aux enjeux climatiques auxquels on fait face. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'investisse mon temps aussi ailleurs. Et maintenant, je pense que l'économie et la politique doivent travailler de pair. Je me suis dit que l'expérience que j'avais accumulée et la vision que j'ai pour la société de demain valent la peine d'être aussi défendue plus haut. Je me suis d'abord renseignée sur plusieurs partis politiques. J'ai finalement choisi les Verts libéraux. J'ai rencontré des personnes absolument formidables dans ce parti. Hasard du calendrier, il se trouve que peu de temps après, on devait faire une liste pour les élections communales. On m'a proposé d'en faire partie, je me suis dit pourquoi pas, et c'est vrai, un peu à ma surprise, j'ai été élue à ce moment-là. Donc j'exerce ce mandat de conseillère communale maintenant depuis 2 ans à Lausanne. Ouais. C'est un mandat que j'ai découvert, enfin c'est un monde que j'ai découvert, un mandat qui m'a énormément appris. Est-ce que ça vous a plu, ce premier mandat? Oui, ça m'a plu. Politique, de politicienne du coup. Avec les frustrations qui viennent, parce que voilà, il y a une certaine inertie aussi du système, mais globalement, ça m'a forcé à m'intéresser à une multitude de domaines de la vie de tous les jours. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a peu de choses qui ont plus d'impact sur la vie des gens que les décisions qu'on prend au niveau communal, parce que ça a trait à la vie du quartier, au rond-point qu'on prend tous les jours, au voisinage. Au réseau de distribution d'eau, à la nourriture dans la cantine. Donc, c'est des sujets qui peuvent paraître triviaux au premier abord, mais qui impacte réellement les gens. J'ai trouvé ça passionnant. Lausanne, c'est aussi une grande commune, donc on s'écarte un petit peu des discussions de village. C'est la 4e plus grande ville de Suisse et la 2e plus grande ville de Suisse romande. Exactement. Donc c'est vrai que ça a un impact sur plusieurs centaines de milliers de personnes. Et puis entre-temps, j'ai aussi monté une association qui s'appelle Un franc pour le climat, pour essayer d'embarquer aussi la population sur ces thématiques. Je ne vais pas développer forcément le sujet maintenant. Et j'ai également eu une petite fille il y a 1 an et demi qui a aussi donné une nouvelle dimension, disons, à cet engagement politique, personnel et professionnel. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première expérience, de ce premier mandat, on ne dit mais pas seulement sur ce qui vous a plu, est-ce que vous vous êtes senti à l'aise, vous avez vu l'impact que ça, mais qu'est-ce que vous avez retenu d'un point de vue des compétences, de qu'est-ce que ça demande d'un professionnel en termes d'engagement, parce que c'est la première fois que vous exerciez un mandat de représentation de la population, même si c'est une échelle communale, là on parle à l'échelle fédérale, mais ça reste un mandat reste un mandat. Qu'est-ce qui change fondamentalement par rapport à l'exercice d'un travail de tous les jours en entreprise ou dans une administration? Et qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous voulez faire valoir justement dans cette première candidature, car on rappelle, pour un mandat fédéral, c'est évidemment votre première campagne.
Oui, alors ce que j'ai appris particulièrement, c'est à travailler sur le consensus et le travail en équipe, mais disons dans le sens de sortir vraiment de la politique partisane. Avant, je voyais vraiment les partis politiques de manière très cloisonnée. Je me suis rendu compte, en fait, à ma grande surprise, que je pouvais partager des affinités politiques avec des groupes politiques assez éloignés du mien, qu'au final, les partis politiques donnent des lignes directrices, mais il s'agit in fine des personnes qui peuvent être plus transversaux, puis avoir davantage de granularité. C'est ce qu'on montre dans cette série, justement. Exactement. Et puis qu'en travaillant ensemble, on pouvait porter des sujets de manière conjointe, indépendamment des partis uniques. Donc, en fait, voilà, j'ai appris davantage à travailler en équipe, sur le consensus, à rassembler, à convaincre. J'ai aussi appris... Enfin, ce mandat a encore plus mis en évidence la richesse de notre démocratie. Je me suis rendu compte qu'en fait, en étant quelqu'un comme tout le monde, tout à coup, on peut aller représenter, même au niveau communal, une partie de la population, sans avoir forcément d'expérience politique au préalable, mais en ayant son expérience personnelle et son entourage. Et ça, je trouve ça assez formidable au niveau suisse. On voit même au niveau fédéral, que ce soit au Conseil national, au Conseil des États ou même au Conseil fédéral, aucun de ces politiciens ne sont des politiciens nés. Ils ont tous une formation professionnelle Citoyen, et un bagage. Donc c'est des citoyens avant tout. Et ça, je trouve ça magnifique en termes de richesse politique au niveau suisse. Imaginons que vous soyez élu, est-ce que ça va pas être difficile de jongler entre l'entreprise, les mandats, votre petite fille? Et ça fait, enfin, on peut dire, la population suisse vous remercie, en tout cas les gens qui défendent vos idées vous remercient de votre engagement, mais on peut s'imaginer que ça fait beaucoup quand même, pour une jeune maman à la tête d'une entreprise, c'est vrai que ça fait des longues journées, quoi. Oui, c'est vrai. Non, je ne cache pas que c'est pas simple tous les jours. Après, j'ai la chance d'avoir un compagnon et une famille qui sont très soutenantes et sans qui rien de tout ça serait possible. Maintenant, voilà, c'est une question de choix. Je ne serais peut-être pas élue cette fois, peut-être une autre fois. Après, c'est une question de réaménagement et de réorganisation. Maintenant, je trouve, pour moi, pour mon équipe, c'est important de continuer à m'engager parce que je vis toujours un peu avec l'idée que fais maintenant ce que tu regretteras de ne pas avoir fait plus tard. Je pense que la vie, elle est courte. Les enjeux, comme je l'ai dit plusieurs fois, ils sont urgents, ils sont importants, que ce soit au niveau environnemental, social, même économique. Et si moi, je ne m'engage pas, en fait, qui va le faire? Donc du coup, on va passer après cette présentation. On a bien compris quelles sont les idées en tout cas, les raisons pour lesquelles vous voulez vous engager et pour lesquelles vous voulez défendre. En tout cas, vous voulez lancer dans ces élections. Il y a aussi un aspect, j'imagine, débat, de pouvoir défendre ces idées, non seulement dans la commune de Lausanne, mais également sur l'ensemble de la place vaudoise, en tout cas d'un point de politique. C'est ce qu'on offre ici, modestement, de pouvoir défendre ces idées. Alors justement, en termes d'idées, quelle est pour vous, dans cette campagne, donc la campagne 2020, législative 2023 en Suisse, quelle est la grande idée, la grande thématique, le projet que vous souhaiteriez mettre en avant, défendre, ou un sujet peut-être pas forcément le plus débattu, qui ne sont pas les grands thèmes d'actualité, mais celui que j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet-là, et si je me suis engagé en politique, c'était aussi pour défendre ça. En sachant qu'il faut que ce soit relativement précis, parce que vous pouvez dire, on connaît les grandes idées, j'aimerais défendre le climat. Oui, mais défendre le climat, on peut le défendre de 10 000 façons différentes, ou pas. Donc, quelles sont pour vous voilà, une ou deux grandes thématiques que vous souhaiteriez mettre sur la place publique? Alors, il y en a beaucoup. Les grands thèmes, disons que je vais partir un peu d'en haut pour détailler, mais disons que c'est l'ouverture vers l'Europe, bien sûr tout ce qui est climat, énergie, et puis une société moderne. Maintenant, vous me demandez des thèmes un peu plus précis. Oui. En ce qui concerne tout ce qui est climat et énergie, bien sûr, ça passe par la promotion des énergies renouvelables, tels que le solaire, l'éolien, le biogaz par exemple. Ça doit passer par des incitations fortes dans les suites de la loi climat notamment, mais pas que. On doit aussi accélérer la transition énergétique et la rénovation des bâtiments par exemple, faciliter tout ce qui est mesures administratives pour l'installation par exemple de panneaux solaires ou d'éoliennes. Voilà, au niveau plutôt sociétal, ma vision, c'est d'améliorer, disons, l'accessibilité au marché du travail pour les femmes. Enfin, disons, dans la veine de l'égalité homme-femme, de permettre une meilleure conciliation vie professionnelle et vie familiale. Donc, ça passe par le développement des solutions d'accueil de jour, peut-être par des solutions un peu plus innovantes, par exemple des bons de garde pour les parents, que ce soit les femmes ou les hommes, par une meilleure facilitation du temps partiel
pour les femmes, mais comme pour les hommes, sans que leur carrière professionnelle en soit discriminée. Et puis surtout, la mesure qui est le plus d'actualité aujourd'hui, c'est le congé parental. Il y a eu différentes formes de congé parental qui sont passées en votation populaire récemment, 2 qui ont échoué dans les urnes à Berne et à Zurich, qui étaient portées par les milieux de gauche, qui étaient visiblement trop ambitieuses pour la population comme pour les milieux économiques. Et puis là, on a vu le succès du congé parental à Genève, qui apparemment représentait un compromis suffisant pour les milieux économiques et pour la population, mais qui fait faire un bond en termes de progrès social pour les familles. Donc il fait passer le congé parental à 24 semaines et qui a été largement accepté. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien défendre sur ce modèle-là, dans le canton de Vaud notamment. J'ai une question sur cette... On va revenir sur cette thématique. Première question, faire passer à 24 semaines, est-ce que vous êtes d'accord c'est sur le modèle sur lequel vous voulez vous baser, c'est de faire passer à 24 semaines, ou vous aviez d'autres idées, d'autres chiffres en tête, ou alors ça doit vraiment 24, c'est une bonne idée? Alors, 24 c'est une demi-année en gros, hein. Une année c'est 52 semaines, 24 c'est un peu moins, c'est genre 45% d'une année, voilà, qu'on se rende compte, c'est un peu moins de 6 mois, pour que je remette dans le contexte pour les gens. Ouais. Il y a un nombre incommensurable d'exemples et de propositions qui existent. Je pense qu'il faut un peu tirer des leçons des succès et des échecs qu'on a vus dans d'autres cantons en Suisse. Ce que propose le modèle genevois a été vraiment mûrement réfléchi. À mon avis, c'est un bon compromis par rapport... parce que les milieux de gauche proposent des congés qui vont jusqu'à 38 semaines. Là, aujourd'hui, à Genève, on a proposé 24 semaines. Sachant que dans le canton de Vaud, on est à 14 semaines, il ne s'agit pas d'un congé parental, non, c'est un congé maternité. Un congé maternité, avec, et encore 2 semaines pour les pères. Donc je pense que c'est quand même une grosse évolution par rapport à ce dont on dispose aujourd'hui, tout en représentant un bon compromis, et qui permettra aussi de réduire la discrimination à l'embauche pour les jeunes femmes, par exemple, en réduisant cet écart-là, mais en améliorant aussi la qualité de ce temps après la naissance pour les familles. Je peux vous poser une question qui est un peu plus, qui est dans ce sujet, mais qui est un tout petit peu plus personnelle. Vous êtes une jeune maman, donc voilà, on va pas revenir sur la période parce que c'était, ouais, mais dans des conditions normales comme maintenant. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir par rapport, parce que vous avez une carrière, vous avez une situation, vous avez une petite fille. Qu'est-ce que vous, au moment en tant que jeune maman, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir, vous, en prenant en compte justement votre carrière, votre bien-être de santé, votre bien-être familial, les relations dans votre famille, compagnons, tout ça. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir, le modèle idéal que vous auriez aimé avoir pour vous? Ce que j'aurais aimé, en fait, c'est la liberté de choisir ce qui convienne le mieux à ma famille à l'instant T. Ce qui ne sera peut-être pas le cas dans le futur, ce qui n'aurait pas été le cas peut-être 2 ans avant en fonction des situations professionnelles, mais la liberté de choisir ce qui nous convenait le mieux. Alors que ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, c'est qu'on a dû fonctionner en fonction de des contraintes qu'on vous avait. avez les 14 semaines de congé maternité que toutes les mamans ont dans le canton de Vaud. Voilà, exactement. Mais des fois, il y a certaines qui récupèrent plus vite et qui ont envie de reprendre leur carrière plus vite. Il y en a d'autres qui ont envie d'avoir plus de temps, il y en a d'autres qui vont... Oui. C'est ça que je voulais dire. Et puis c'était aussi très dépendant de ce qui était possible aussi pour mon compagnon, en fait. Pour le papa, quoi. Parce que pour lui, c'était compliqué de prendre plus, et aussi de prendre 2 semaines d'affilée de congé paternité auquel il avait droit. Ensuite, on pouvait parler temps partiel, c'est toujours une question qui est d'actualité. Pour lui, c'est hors de question, pas parce qu'il ne le veut pas, parce qu'il ne le peut pas. Donc voilà, on se retrouve toujours finalement à prendre des décisions en fonction de ce qu'on est autorisé à faire, mais pas en fonction de ce qu'on aimerait pouvoir faire. Pareil pour les solutions de garde, c'est ça qui a conditionné nos différents taux de travail, le fait qu'on déménage ou pas, par exemple. Enfin, c'est des choix qui sont importants et puis qui ne sont pas liés à ce qu'on aimerait faire. Et qu'est-ce qui fait que ça bloque comme ça en Suisse, dans un pays pourtant qui est relativement à la pointe, dans pas mal de sujets économiques, autres. Et on a vu qu'il y a beaucoup d'évolutions dans plein de pays voisins, ou en tout cas qui ont des cultures ou des modèles et des niveaux de développement économique qui sont relativement équivalents aux nôtres. On peut penser aux pays nordiques, mais pas que. On peut penser à des modèles qui existent en France, et des choses qui se font en Allemagne ou d'autres choses. Enfin, il y a plein de modèles différents. Pourquoi ça se fait que la Suisse ne soit pas plus en avance sur ce... Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Parce que c'est pas qu'une question politique, hein, j'imagine. Qu'est-ce qui fait pour vous que ça bloque et qu'on n'arrive pas à faire évoluer cette question aussi rapidement ce qu'on voudrait? Est-ce que c'est le modèle démocratique qui fait que ça prend longtemps à discuter des sociétés, voilà, qu'il y a une certaine liberté de choix qui fait, ou alors que c'est plus dans la mentalité de la société ou dans les pressions économiques, que sais-je, qui existent? Qu'est-ce qui explique pour vous cette situation?
Il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est une certaine forme de conservatisme. Vous pensez que la Suisse est trop conservatrice? Oui, parfois. Après, je pense que c'est aussi bien qu'un certain nombre de mesures soient toujours proposées par les partis et portées auprès de la population. Parce qu'in fine, c'est la population qui choisit ce qui est le mieux pour elle. Avec ce congé parental, on voit bien, dans certains cantons, sous certaines formes, c'est refusé, dans d'autres, c'est accepté, justement parce que ça permet aux partis politiques de travailler différentes formules à proposer au final au peuple. Et c'est vrai qu'il y a une question qui est très importante derrière ça, c'est la question de la démographie du pays au XXIe siècle. On sait que la Suisse est un pays vieillissant et le vieillissement va encore s'accélérer jusqu'à 2030. Là, on va rentrer dans, j'utilise une expression que j'aime bien, c'est une sorte d'hospice géant, dans le sens où aujourd'hui, pour donner une statistique, il y a plus de 20% de la population qui a plus de 65 ans, donc qui est à la retraite, et ce chiffre va évidemment augmenter avec toute la génération du baby boom qui va arriver à la retraite, la génération de nos parents, en fait, quelque part, va arriver à la retraite, une retraite souvent bien méritée parce qu'ils ont travaillé pendant très longtemps, mais il est clair que cette question du congé parental répond à cet enjeu justement qu'on puisse suffisamment faire d'enfants et d'offrir un avenir à notre société. Donc, oui, pour vous, entre autres, et c'est aussi une question d'attractivité de notre pays et en plus particulièrement du canton de Vaud, parce que plus on est progressiste sur ces valeurs sociétales, plus on va attirer aussi des travailleurs et des travailleuses et des personnes qui vont contribuer à la richesse de notre économie. Je pense que ça devrait aussi passer par peut-être une flexibilisation de l'âge de départ à la retraite, qui soit un peu plus libéral, dans le sens qui soit plus en accord avec ce que les personnes souhaitent faire et par rapport à quand elles souhaitent ou pas partir à la retraite, parce que parfois certaines sont forcées de partir à la retraite alors qu'elles aimeraient bien encore travailler 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus. Il y a aussi des difficultés administratives par rapport à ça qui pourraient être levées ou travaillées. Je pense qu'on devrait aussi s'ouvrir davantage vers l'Europe pour avoir davantage accès au marché européen et flexibiliser les flux de personnes. Aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre en Suisse de manière générale, mais dans certains domaines plus que d'autres, notamment pour tout ce qui est transition énergétique. On manque de compétences, on manque de savoir-faire. Hôtellerie, restauration également. Exactement. Donc on devrait pouvoir être plus attractif pour l'Europe et notamment s'ouvrir à ce marché européen, puis aussi favoriser davantage les reconversions professionnelles et l'innovation. Je pense que l'innovation et les innovations technologiques permettront de répondre à une partie des besoins futurs, mais en parallèle de ça, on doit travailler sur les modèles de transition professionnelle et de reconversion. Oui, et est-ce que vous pensez que c'est pas un peu antinomique d'un côté un marché européen ultra-libéral et d'un autre côté renforcer la protection et justement le fait de pouvoir faire à la fois mixer carrière et vie de famille? On est d'accord que, et je sais pas un scoop de vous dire ça, c'est quelque chose de très connu, c'est pas un point de vue personnel, c'est un fait, c'est que l'Europe technocratique telle qu'elle existe est un repère de lobbyistes et de grandes entreprises de marché. Et c'est vrai que c'est un peu intéressant de vous entendre parler, de dire, d'un autre côté, et c'est vrai, ça s'entend notamment des jeunes femmes qui ont du talent et qui veulent avoir une carrière d'un côté et une vie de famille de l'autre et pouvoir le concilier du mieux possible. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est vrai que l'Europe, c'est pas spécialement quelque chose qui a amélioré le droit des travailleurs de manière générale, loin s'en faut. Ça peut se faire aussi au niveau local. Donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier ça? Moi, j'entends bien attirer les jeunes talents et justement à faire que la Suisse soit plus progressiste de ce point de vue-là. Je suis relativement d'accord avec vous sur cette idée-là, mais c'est compliqué de mixer ça avec un modèle technocratique. Aujourd'hui, sans l'Europe, dans le futur, sans l'Europe, on va avoir des problèmes majeurs. On ne peut plus être un petit îlot au milieu de cet espace économique, que ce soit parce qu'on a une dépendance énergétique. D'ailleurs, en 2025, on n'aura plus d'accord cadre avec l'Europe pour l'approvisionnement en énergie. Aujourd'hui, pour les startups et les nouvelles technologies qui voient le jour en Suisse, parce qu'on a justement un pôle fort en termes de recherche et de formation, il y a des grandes difficultés d'accès au marché européen. Donc, c'est-à-dire qu'on crée des magnifiques idées en Suisse qui ensuite se font racheter par des Européens, des Américains, des Chinois et dont l'économie suisse au final ne va pas profiter. Donc, je pense que... Est-ce qu'il ne faudrait pas justement plus de protectionnisme là-dessus pour justement protéger ces non, jeunes... c'est pas du protectionnisme qu'il faut, c'est des accords cadres. Et je pense que pour l'économie suisse, il faut que la Suisse
puissent rejoindre par exemple l'EEE, donc l'espace économique européen, pour que ces entreprises puissent avoir accès au marché européen, puissent avoir accès à davantage aussi de financement et qu'on ne soit pas juste le hub de l'innovation où les cerveaux viennent faire leurs trouvailles et puis qu'ensuite ils quittent le territoire et la population ne profite pas. Vous êtes d'accord quand même de dire, là je n'invente pas, que la prédation économique de la part de pays, on ne va pas faire de généralisation, hein, c'est autant du côté américain que du côté chinois ou asiatique, on va dire, se fait sur l'ensemble de l'Europe et que l'Europe n'est pas spécialement un truc de protection. Je veux dire, il y a autant de prédation économique en Suisse qui n'est pas dans l'Europe que on voit le nombre d'exemples d'entreprises, par exemple françaises. Hein. Vous connaissez bien ce pays qui est un pays qui forme beaucoup d'ingénieurs, qui est très innovant et qui se fait piquer nombre d'innovations, soit par un camp, soit par l'autre. Oui, mais l'Europe, c'est plus grand que la Suisse. Imaginez, la Suisse, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Donc aujourd'hui, pour l'Europe, la Suisse est un pays tiers. C'est-à-dire qu'on a autant de facilité à accéder au marché européen, c'est-à-dire à vendre des biens et services au marché européen, qu'une entreprise argentine ou chinoise, par exemple. Donc on n'a pas on n'a pas de facilité avec l'Europe. On n'a aucune condition plus favorable, et c'est pourtant le marché le plus proche géographiquement et culturellement du nôtre. Donc c'est pour ça qu'en fait, même si la Suisse est un incroyable hub pour l'innovation, en tout cas certaines régions, notamment la région lémanique dans certains domaines, eh ben, il n'en est rien en ce qui concerne la montée en puissance d'entreprise et l'accessibilité au marché, sachant que la Suisse c'est un pays qui est relativement petit, donc les entreprises ont vocation après à se développer en dehors pour réussir. Pour en venir à cette question de la démographie, est-ce que vous souhaitez, parce qu'on a souvent cette question, genre dire, d'un côté, on fait pas assez d'enfants avec un déséquilibre démographique qui se crée de plus en plus. D'un autre côté, on entend dire plein de mouvements écologistes dire mais arrêtez de faire des enfants parce que c'est mauvais pour la planète. Est-ce qu'il n'y a pas un... Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec moi, mais c'est pas moi qui fais de la politique. Hein. Je ne fais que poser des questions. Je ne fais que poser des questions. Oui, je comprends. Je l'entends aussi. Comment est-ce que vous positionnez, vous entendez par rapport à cette critique? J'imagine que vous devez avoir des amis ou des connaissances ou des gens avec qui vous discutez dans chaque camp, vous devez entendre ces choses-là. Comment est-ce que vous vous positionnez, réagissez en tant qu'à la fois personne qui souhaite répondre à l'urgence écologique et en même temps jeune maman, mère de famille? Alors déjà, je pense que le choix de faire des enfants ou non, c'est un choix qui est extrêmement personnel. C'est pas politique, quoi. C'est pas politique. Moi, j'ai aucune recommandation ou injonction ou jugement sur les gens qui décident ou pas d'avoir un ou plusieurs enfants. Maintenant, oui, on a un enjeu démographique. Maintenant, si on dézoome un petit peu, aujourd'hui, on a les ressources sur Terre pour nourrir et loger l'ensemble de la population. Elles sont réparties de manière extrêmement inégale et c'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est pas parce qu'on fait, selon moi, moins d'enfants en Europe qu'on va résoudre la crise climatique et qu'il y aura moins d'inégalités en réalité. Il y en a un qui disparaît en Europe, il y en a 4 qui arrivent en Afrique, donc quelque part, voilà. Maintenant, voilà, j'estime que c'est de ma responsabilité en tant que parent, mais pas que, voilà, citoyenne, d'expliquer ça à ma fille, et puis aussi de lui expliquer de manière positive, en l'orientant solutions, et d'éviter d'être dans les extrêmes qui peuvent être déprimants, bien sûr, ou aussi paralysants, mais de lui montrer, voilà, comment est-ce qu'on peut faire le mieux possible en alliant... en investissant son énergie et son temps du mieux possible, mais aussi en ayant une vie qui soit acceptable. Ça, on comprend tout à fait. Après, je m'inquiète, hein, c'est sûr. Ça, on imagine bien. On va pas parler de la première thématique de la partie 3, c'est-à-dire la thématique de la mobilité. Et je ne peux pas ne pas poser la question de la mobilité dans le canton de Vaud. On sait que les gens que ce soit au niveau des questions de voiture, de mobilité individuelle, de pollution, de limitation des 30 km/h dans la ville de Lausanne, et surtout d'aménagement des transports publics, c'est une question qui a beaucoup secoué l'actualité des 6 à 12 derniers mois dans le canton de Vaud. J'ai beaucoup de gens qui m'en parlent de manière hebdomadaire. Vous êtes élu du conseil communal à Lausanne. Je crois qu'on a pu tous constater, tous les gens qui s'intéressent un tout petit peu à la politique publique du canton de Vaud, le fiasco qui a été ce dossier de la gare de Lausanne, qui est pourtant un objet, sur ça on est tous d'accord, central pour le développement de la mobilité, des activités économiques, du mouvement des travailleurs, et surtout pour essayer de réduire encore les émissions de carbone, si c'est un objectif. Je pense que là-dessus, personne ne sera d'accord, c'est un constat qui est partagé par tout le monde.
Comment est-ce que vous l'avez vu ce fiasco? Alors, vous n'êtes pas directement une élue des CFF, vous n'êtes pas dans la commission encore, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant vous n'êtes pas encore dans la commission du fédéral qui s'occupe de ces Non, mais je questions-là. suis lausannoise et vaudoise et c'est déjà pas mal. Mais exactement, c'est sur les questions-là. Comment vous voyez cette question et ce drame qui a été, pour l'instant, voilà, cette situation un peu bloquée et désastreuse qui a été cet aménagement de la gare de Lausanne, dont les Lausannois ont terriblement besoin par rapport à, si je compare à d'autres grandes villes suisses, bien évidemment. C'est clair que je ne peux que partager la consternation sur l'état de la situation actuelle et les 13 ans de retard qui sont pris sur ces travaux qui sont déjà attendus depuis longtemps. Imaginez votre fils à la fin de Voilà. la fin de son école obligatoire. Pardon, excusez-moi. C'est débutant. Mais une fois qu'on a un petit peu digéré Voilà. cette information-là, Je digère. et voilà, qu'on ne peut pas faire autrement, maintenant il faut s'orienter solution. Et ce que je trouve formidable avec ce thème, parce qu'il faut quand même trouver des points positifs, c'est que c'est une des rares fois, en tout cas à ma connaissance et depuis que je fais de la politique, la seule fois que l'ensemble de la classe politique lausannoise s'est alliée et a trouvé un consensus sur un ensemble de propositions concrètes à faire au CFF et à l'Office fédéral des transports. Alors quelles propositions? Donc tous les partis se sont alliés pour ça. Il y en a un certain nombre. Le premier, c'est de remettre à l'ordre du jour une galerie piétonne entre la gare de Lausanne et le Flon. Il y a différents tracés qui sont possibles. En fait, si on passe de manière souterraine, par exemple en longeant la voie du métro, en passant sous la colline, la distance elle est très courte. Et la déclivité moins grande. On n'a pas besoin de monter tout petit échelle avant de redescendre. Exactement, être avec très très peu de dénivelé. Il y a le projet aussi, par exemple, en plus d'une voie, en parlant de la voie piétonne, d'avoir une sorte de tapis roulant comme dans les aéroports, par exemple. Ça permettrait de désengorger fortement cet axe entre la gare de Lausanne et la gare du Flon. La gare du Flon, qui est la troisième gare de Suisse romande. Hein. Si Lausanne est la deuxième, la gare du Flon, c'est quand même la deuxième, la troisième. Avec Renan, ouais, effectivement. Donc c'est aussi un enjeu qui est majeur. Donc là, ce serait de remettre à l'ordre du jour cette galerie piétonne qui avait été écartée à l'époque parce qu'on disait que c'était trop tard, le projet venait trop tard par rapport au projet de la gare de Lausanne. Donc celui-ci est en suspens, c'est l'occasion de le remettre à l'ordre du jour. La deuxième proposition, c'est de pousser le projet de gare souterraine de la gare, même si, de le mettre en avant et de ne pas se concentrer uniquement sur le projet de rénovation de la gare. Maintenant, je pense qu'il faut aussi dédommager les riverains, les commerçants, les utilisateurs. Donc il faut mettre sur le tapis une proposition de bons, par exemple, ou de rabais sur les transports, que ce soit pour les utilisateurs ou pour les commerçants et les pendulaires. Et puis finalement, développer en attendant des lignes de bus, parce qu'il faudrait pas, ce serait vraiment un échec que le retard de ce projet influence la volonté de revenir sur des transports individuels motorisés, en gros la voiture. Donc il faut investir davantage sur des lignes de bus dans l'intervalle, notamment pour le quartier des Plaines du Loup. Oui, ça on imagine bien, parce que on oublie de le dire. Je rappelle pour les gens qui visionnent ou qui écoutent cet entretien, c'est que le retard de la gare de Lausanne, les travaux de la gare de Lausanne, ça impacte également la construction de M3, qui était censée couvrir l'accès donc justement jusqu'à la Plécherette et les Plaines du Loup. Donc toute cette partie qui monte, pour les Lausannois qui nous écoutent, c'est une partie qui monte par les casernes, par Beaulieu, et puis après qui monte jusqu'à la Plécherette, jusqu'au nouveau stade en fait, quelque part, de stade air sportif. Donc c'est clair que là il y avait c'était remplacé l'ex-ligne 1 des TL, et du coup avec ces retards là, forcément on risque pas de voir le M3 avant un bon moment. Justement, il faut maintenant, ça remet en question en fait la temporalité de tous ces projets, qui un certain nombre dépendaient de la nouvelle gare. Maintenant, il faut les revoir séparément, que ce soit justement le M3, la galerie piétonne, ou des lignes de bus supplémentaires, parce que 13 ans, c'est quand même long. Et oui, et surtout, on est d'accord qu'il y a un souci, c'est qu'on est tous d'accord, beaucoup de gens sont d'accord pour dire on va développer le transport par vélo ou la marche. Le problème à Lausanne, c'est que ça reste une ville en pente. Donc c'est plus facile dans d'autres contextes, je pense à Zurich par exemple, ou à des villes comme Bâle, ou même à la limite Genève. C'est plus facile de développer le vélo, de donner envie à même des non-sportifs ou des personnes comme ça de faire du vélo, même avec les vélos électriques, qu'à Lausanne, où ça reste quand même compliqué dans beaucoup d'axes, surtout que en plus les rues n'ont pas été créées pour ça à l'époque. Évidemment, c'était pas pour ça que c'était fait. Vrai. Bon, après, il y a quand même un réseau qui est déjà pas mal dense, de bus et de métro aussi, qui dessert déjà bien. Il y a aussi de plus en plus de voies cyclables. On a maintenant des vélos électriques qui sont de plus en plus présents à Lausanne, et puis qui commencent à régler un petit peu le problème et le charme aussi du dénivelé de Lausanne.
Maintenant, de manière... Après, ça fait que 6% des pendulaires. Il n'y a que 6% des gens qui font des transports de qui sont à vélo. C'est déjà beaucoup, 6%, mais ça reste. Je parle en période estivale, hein, pas en hiver. On a mesuré, hein, c'est une mesure, vous devez connaître ce chiffre aussi. On a 6% des gens qui se déplacent quotidiennement ou presque à vélo en ville de Lausanne quand le temps ou le climat le permet. Donc c'est intéressant comme chiffre, mais ça empêche qu'il faut trouver une offre pour les 94% autres. Quoi. Oui, même si on fait des efforts démocratisés, on n'arrivera pas à dépasser les 10% comme ça. C'est déjà très bien, mais c'est pas non plus. Il y a quand même une majorité de la population qui se déplace soit en transport public, soit en transport motorisé. C'est sûr qu'après, ça passe aussi par un développement des infrastructures, etc. Mais pour revenir par rapport sur l'idée de ces transports motorisés, à un moment donné, il faut accepter qu'on ne pourra pas non plus utiliser à 100% les transports publics. Il faut reconnaître que la moitié de la population aujourd'hui a besoin d'une voiture. Tout le monde n'habite pas en centre très urbain ou périurbain. Très bien desservi par les transports publics. Extrêmement bien desservi, exactement. Et puis que la solution, à mon avis, elle n'est ni celle qui est préconisée par la droite, 100%, ni complètement par la gauche, mais elle se situe un peu sur un juste milieu, sur un compromis, c'est-à-dire d'utiliser le plus possible les transports publics dans la mesure du possible, et en particulier sur les longues distances, donc entre les villes, dans les centres urbains quand c'est possible. Je ne parle même pas des trajets en avion entre Zurich et Genève, par exemple, entre Genève et Paris, que là, il faudrait à un moment donné peut-être songer à supprimer. Mais il y a quand même une grande partie... Voilà, après, il y a quand même une grande partie de la population qui continue à avoir besoin d'une voiture. Et pour cette partie de la population-là, ce qu'il faudrait inciter fortement, c'est le passage à une voiture électrique et puis l'utilisation de parking relais. C'est-à-dire, pour le petit bout qui manque, où c'est compliqué de le faire en transport public, et puis peut-être que ça ne fait pas de sens non plus d'installer des lignes de bus ou des lignes de train pour desservir 3, 4, 10 personnes. Enfin, à un moment donné, il faut aussi développer des infrastructures de manière raisonnée. Alors, laisser la possibilité d'avoir une voiture électrique et développer les parkings relais, tout en promouvant leur utilisation, parce qu'aujourd'hui, autour de Lausanne, il y en a, mais qui sont assez peu utilisés. Et puis, à partir de là, utiliser les transports publics. En fait, ça, c'est la vraie définition d'une mobilité multimodale, telle que se l'approprie une partie de la droite, mais dans le but de se cacher derrière la défense des transports de vélos motorisés. Là, c'est vraiment uniquement quand c'est pas possible autrement, et toujours en utilisant les parkings relais et la voiture électrique. Prochaine thématique sur les libertés publiques. Et là, je voulais poser une question. Vous êtes représentante d'un parti plutôt centriste, plutôt modéré, justement, qui est ni clairement affiché à droite, ni clairement affiché à gauche. Certains disent, voilà, en tout cas, sur le papier, c'est comme ça. Après, évidemment, il y a des différences en fonction de telle ou telle personne. On sait bien que la politique, c'est des individus qui se mettent plus ou moins dans des cases, mais que les cases sont des fois pas bien définies. Est-ce que c'est pas difficile au niveau des discours publics de défendre une position centriste, dans le sens où quand on est clairement orienté à gauche ou à droite, on a clairement des positions entre guillemets faciles à défendre ou à faire entendre parce qu'on a clairement identifié un camp, une vision associée. Est-ce que c'est pas des fois compliqué de faire entendre un discours, on va dire, plus centriste, même si ça peut des fois être l'extrême centre, mais... Ça l'aide de moins en moins. Je pense. Les Verts libéraux, c'est vrai que c'est un parti qui est jeune déjà. Voilà, plus récent justement que d'autres partis, mais qui a vu le jour aussi pour refléter les préoccupations de la population et puis une vision différente, peut-être plus pragmatique et puis tournée vers le futur et des réponses plus réalistes par rapport aux défis futurs climatiques et sociaux, par exemple. Donc, est-ce que c'est difficile ? Je pense qu'il faut aussi sortir un peu tout le temps de ce débat ou de ce clivage gauche-droite. Nous, on se définit sur cet axe au centre, certainement, parce que c'est un parti qui est modéré. Et moi, j'aime bien dire qu'il prend les bonnes idées d'un côté comme de l'autre. Maintenant, il y a aussi un autre axe sur cet échiquier politique qui est l'axe progressiste versus conservateur. Et nous, on défend des valeurs qui sont très progressistes sur les thèmes sociétaux. C'était les Verts libéraux qui ont initié notamment le mariage pour tous et qui ont porté ce thème, qui était d'ailleurs un succès dans les urnes l'année dernière. Les Verts libéraux qui ont défendu ce congé parental à Genève, qui était aussi un succès, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est des thèmes qui sont trop souvent l'apanage de la gauche, mais qu'on peut facilement défendre quand on défend des positions centristes comme les Verts libéraux. C'est quel type de population, quel type de citoyen que vous souhaitiez particulièrement toucher ? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des différentes sensibilités dans la population. Il y a différentes aussi catégories d'âge. On sait que la population votante en Suisse
plus proche des 55-60 ans de moyenne que des 45 ou 40 dans d'autres situations. C'est quoi, est-ce que vous visez un électorat ou vous souhaitez vous adresser à une partie de la population en particulier, ou au contraire simplement être une offre supplémentaire sans... voilà. Parce que c'est certains partis, par exemple, qui visent clairement certaines parties de la population, c'est clairement dit dans leur programme, parce que par rapport à leur vision idéologique qu'ils se défendent. Est-ce que vous avez également... parce qu'on sait qu'on ne se pose pas forcément la question, on se dit les libéraux, qu'est-ce qui représente là? Mais non, on ne cible pas une catégorie particulière de la population. C'est beaucoup plutôt les jeunes adultes qui votent davantage, et puis les familles pour les Verts libéraux. Et encore, ça dépend des centres plus ou moins urbains, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on rassemble une frange de la population qui est réellement préoccupée par les enjeux climatiques, mais qui ne se reconnaît pas forcément dans des propositions qui sont uniquement basées sur les taxes, les interdictions, mais qui ont envie d'un futur qui les fasse un peu plus rêver, qui allie aussi une certaine forme de sécurité économique pour eux, qui reflète un peu plus ce que promettent les milieux libéraux, mais avec plus de réalisme par rapport aux enjeux du futur. Donc c'est une nouvelle formation politique, mais qui ne s'est formé pas pour rien, parce qu'on a des nouveaux enjeux politiques, sociétaux, climatiques, économiques, et aujourd'hui c'est le parti qui reflète le mieux ces solutions, à mon sens. Troisième thématique qu'on va aborder ensemble, c'est celle du pouvoir d'achat. Depuis une quinzaine d'années, voire un peu plus avant, il commence à y avoir des très grands des écarts de plus en plus énormes dans la population suisse. Alors, c'est pas le pays forcément le plus impacté, il y en a d'autres en Occident, mais les courbes sont dingues. On a des nouveaux millionnaires et des nouveaux milliardaires chaque année, soit qui s'établissent en Suisse ou comme ça, et on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont considérées comme étant sous le seuil de pauvreté en Suisse. Certes, on n'est pas un pays communiste, mais quand même, il commence à y avoir des écarts assez énormes en termes de richesse et d'accès aux ressources dans un des pays qui est considéré comme l'un des plus riches du monde, donc à un des niveaux de développement les plus riches du monde. Comment est-ce qu'on répond à ce besoin de certaines personnes de se dire, mais comment c'est possible qu'on n'arrive pas à réguler? Les gens ne sont pas contre la réussite, mais il y a des excès quand même à des fois voir. Et puis surtout, le renforcement de la vie. Je ne suis pas le premier à vous apprendre que des fois la vie en Suisse coûte extrêmement cher. Même si les salaires suivent et autres, il y a quand même des accès à des centres de ressources. Je pense à l'immobilier, je pense à la nourriture, notamment qu'on peut avoir de la nourriture de qualité avec un très bon éco-score, bien évidemment. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire à la population pour limiter justement ce coût de la vie qui des fois est très élevé pour une partie de la population et dans tous les contextes, dans les villes et dans les campagnes également? Bon, je pense que déjà il faut un peu remettre les choses en contexte. En Suisse, on a un système de santé qui est d'une qualité incroyable, si ce n'est un des meilleurs au monde. On a aussi un système éducatif qui est extrêmement avancé. Pareil, un des meilleurs au monde. On a aussi une bonne redistribution des richesses. Après, est-ce qu'on peut faire mieux? Certainement, mais il faut aussi un petit peu comparer aux autres pays. On n'a pas énormément d'exemples économiques ou sociétaux desquels s'inspirer, parce qu'on est déjà parmi les pays qui réussissent le mieux en termes de prestations pour la population, en termes de richesse de l'économie et aussi de protection du climat. Donc je pense qu'il faut un petit peu remettre les choses en perspective. Quand on parle de... On est bien d'accord ici, je faisais la comparaison entre la Suisse d'il y a quelques années et la Suisse de maintenant. Je comparais la situation du même pays, je n'étais pas en train de comparer à l'Estonie ou à l'Uruguay, on est bien d'accord. Alors si on parle de paupérisation de la population, récemment au final c'est lié à quoi? Principalement à l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est comme message? Est-ce que ça veut dire que le coût de la vie est devenu trop élevé, ou est-ce que c'est plutôt qu'il faut accélérer la transition énergétique, investir plus massivement dans cette transition, favoriser l'innovation, créer des nouveaux métiers et les emplois du futur, accélérer la reconversion professionnelle vers ces nouvelles branches? Et je pense que c'est dans cette direction qu'on doit aller. Cette paupérisation de la population, ça risque d'être la conséquence d'autres éléments climatiques et environnementaux du futur. Et c'est raison de plus pour agir maintenant et accélérer cette transition, qu'elle soit énergétique, climatique, sociale. On est d'accord que, quand même, et là je me fais l'avocat du diable, on est d'accord que l'augmentation l'explosion des coûts de la santé et de l'assurance maladie, ça date pas de la guerre en Ukraine.
Non, ça non. Après, on est quand même content d'avoir... Alors, bien sûr, c'est cher, on est quand même content d'avoir quand même une assurance de base Je ne dis pas ça, je dis juste... de qualité. Maintenant, il y a différents projets qui sont sur la table. C'est pas un thème qui est nouveau pour les politiques. Il y a plein de modèles qui sont en cours de discussion et d'élaboration. Et c'est quelque chose sur lequel la classe politique, je dis pas on, mais la classe politique travaille. Et puis, on arrivera à des solutions, j'en suis assez confiante dans le futur. Je vous laisse tirer et nous dire ce que c'est comme type de questions. Je sais que c'est des questions fun, ça, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est marqué ? Vision des femmes dans le monde. Ah, très bien, magnifique. Alors, une question féminisme et qui va relier féminisme et immigration. La Suisse est un pays relativement ouvert, on attire des gens du monde entier, dans plein de pays. Alors la plupart viennent de pays développés, les autres pays de l'Union européenne, des États-Unis. Et c'est tant bien que vous posez la question parce que vous affichez, et je suis très content que vous soyez tombé sur ce sujet, parce que vous affichez clairement dire nous on veut être un parti fortement progressiste. Et une des idées fortes que vous défendiez, c'était justement cette égalité, cet accès facilité au congé parental. On en a parlé abondamment et vous l'avez plutôt bien défendu. On est d'accord que la Suisse représente un être humain sur 1000 dans le monde, 8 millions et quelques sur 8 milliards et quelques, donc c'est un facteur 1000. Et qu'il y a beaucoup de sociétés dans le monde, plus nombreuses que nous, peut-être des fois plus influentes que nous, qui n'ont pas forcément la même vision des femmes, que ce soit qui soient moins conservateurs que nous, encore plus progressistes dans certains pays, je peux penser, ou alors au contraire beaucoup plus traditionnalistes, on va dire comme ça. Comment est-ce qu'on mêle aujourd'hui justement cette volonté, pour un parti comme les Verts libéraux, mais ce n'est pas le seul, comment est-ce qu'on mêle cette volonté de s'ouvrir, d'avoir des gens qui viennent du monde entier, avec leur culture, leur tradition, leur truc comme ça, et une montée encore plus forte des questions progressistes, féministes, sachant qu'il y a des personnes qui refusent catégoriquement l'égalité homme-femme, parce que ça ne fait pas partie de leur tradition, et c'est pas comme ça qu'ils voient le monde. C'est pas la majorité des gens en Suisse, mais n'empêche que ça existe. Comment est-ce qu'on fait pour mixer les deux, quand on veut vraiment avoir une politique progressiste, ce que vous revendiquez d'ailleurs C'est clair que moi je suis profondément féministe dans le sens où on avait compris. Je pense que ça, les femmes sont les égales des hommes. Maintenant, je suis aussi libérale dans le sens que je suis attachée aux libertés des uns et des autres, du moment que chaque choix est un choix personnel. Donc il y a eu le débat à Lausanne récemment sur le port de burkini dans l'espace public. Si c'est un choix personnel des femmes de porter cette tenue-là, c'est rarement un choix ainsi soit-il. Ça concerne un choix imposé, comment ça se passe ? De dire que c'est rarement un choix personnel, ça, à mon avis, c'est un jugement de valeur, parce que est-ce qu'on a des statistiques par rapport à ça ? Ça peut peut-être arriver, mais moi je connais un certain nombre de femmes qui choisissent de porter un voile ou de porter un burkini, qu'elles soient en couple ou pas d'ailleurs, parce que ça fait partie de leur croyance, de leur culture. Maintenant, je pense que c'est le rôle de la Suisse, des autorités politiques, mais aussi des citoyens, de favoriser l'intégration au maximum. On l'a vu, l'intégration des populations d'Europe du Sud il y a quelques années. Maintenant, c'est les populations d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est. Et j'ai l'impression, alors bien sûr on peut toujours s'améliorer, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on réussit assez bien, que ce soit par l'intégration via l'éducation, l'accès au marché de l'emploi. Voilà. C'est pas tellement pour l'intégration des femmes, qui se passe en effet, plutôt, d'après les dernières statistiques qu'on a, plutôt bien en Suisse, c'était plutôt par rapport à la vision des hommes dans la société, dans le sens où on fait venir des fois, soit parce que ce sont des réfugiés, soit parce que ce sont des immigrés économiques, qu'importe ce qu'on peut en penser. Moi, je ne prends parti pour personne, je fais juste poser des questions. Je ne suis membre d'aucun parti. Je pose juste la question de dire, il y a quand même des personnes qui arrivent sur notre territoire et qui veulent, de manière tout à fait légitime, y vivre, faire carrière, y faire une partie de leur vie. Voilà, et qui n'ont pas du tout cette vision et qui peuvent être choqués par certaines pratiques ou certaines visions. Du coup, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit non, c'est comme ça chez nous qu'on fait et donc il faut que vous vous intégriez et que malheureusement c'est comme ça ? Ou alors on va dire, écoutez, moi je suis libéral jusqu'au bout des ongles et de dire, si vous avez le choix d'être comme ça, mais par contre ça veut dire qu'il y a certaines dérives qui peuvent arriver. Ou est-ce que c'est difficile à mesurer ? Bien sûr. C'est difficile à mesurer. Bien sûr, mais bon, ça c'est un peu une question piège. Oui, c'est le principe de la boîte, d'accord. C'est quand même le principe, c'est les questions. Bien sûr c'est plus le temps.
que la liberté des autres s'arrête ou celle de l'autre commence, ça c'est clair. Et C'est puis difficile à répondre. il faut trouver le juste milieu. Maintenant, en Suisse, on respecte les droits de l'homme. On a aussi des principes qui sont basés sur l'égalité des hommes et des femmes. Et ça, lorsque c'est pas respecté, ça doit être poursuivi. Donc c'est notre loi qui fait figure de référence en tout cas. Mais pas seulement, c'est aussi les exemples qu'on donne via les incitations sociales, par exemple un congé parental. C'est aussi les modèles qu'on va promouvoir. Pour moi, par exemple, c'est extrêmement important de répartir les tâches familiales à 50-50 avec mon compagnon. Et c'est pas seulement pour mon équilibre personnel, c'est aussi parce que je veux que ce soit un exemple pour ma fille, in fine peut-être pour mes frères et sœurs, pour mon entourage. Et je pense que c'est comme ça qu'on change petit à petit une culture. Donc oui, il y a une réponse à la fois, pour finir avec ce sujet, il y a à la fois une réponse juridique sur un cadre de loi de vivre ensemble, comme on a dit, et à la fois un aspect, on va dire, citoyen, associatif, quelque part, de vie qui est en dehors du cadre de la loi qui régit un minimum le vivre ensemble, mais également dans l'exemple qu'on donne et qui peut être un modèle d'intégration. C'est une double... Oui, l'exemple, mais aussi les infrastructures qu'on met ou pas à disposition. Vous pensez à quoi? Justement, les systèmes de garde, la disponibilité des crèches, par exemple, aussi l'accès aux soins ou au planning familial, par exemple, pour les femmes, le fait qu'il y ait pas de tabou lié aux spécificités liées à la santé des femmes, par exemple, ou à leurs problématiques. Je pense au droit de faire grève et par exemple aux manifestations féminines qui mettent en lumière un certain nombre de problématiques féminines. Ça passe aussi par l'école, et c'est là qu'on apprend et qu'on inculque des valeurs, et des valeurs égalitaires notamment. Donc oui, c'est via la loi, mais les infrastructures à disposition, les droits et l'éducation. On arrive, Charlotte Delabaume, on arrive à la fin de cet entretien. La dernière question que j'ai à vous poser, c'est si vous êtes élu, si vous représentez les citoyens vaudois au Parlement, sur quoi peuvent-ils compter? Qu'allez-vous représenter au Parlement et quelle représentante populaire, quel parlementaire voulez-vous être? En tout cas, on ne dit pas, voilà, c'est le jeu de l'élection, il y a des gens qui sont élus et des gens qui ne sont pas élus. Mais si vous donniez un dernier message, donniez envie aux gens de suivre votre candidature, indépendamment de votre parti, mais plutôt de votre personnalité, de ce que vous voulez défendre, sur quoi, en quelques phrases, sur quoi vous insisteriez et comment vous défendriez votre dossier quelque part? Alors on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je défendrai bien sûr de par mon expérience et mon travail la transition alimentaire et les... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça me va bien de parler d'autres choses de temps en temps. C'est vrai que vous passez toute la journée, donc ça change un peu. Je m'intéresse à beaucoup de thèmes, mais voilà, c'est clair que je défendrai bien sûr la promotion et la valorisation de la biodiversité en Suisse et à l'étranger, tout comme le bien-être animal, l'accès à une alimentation qui est saine et de qualité et écologique bien sûr. Mais comme on en a aussi pas mal parlé, je me battrai pour une meilleure conciliation vie professionnelle, vie familiale, que ce soit pour les femmes et les hommes, notamment qui passera par davantage d'infrastructures à disposition en matière de garde et surtout un congé parental. Je m'engagerai aussi toujours pour les possibilités et les droits des PME. Par ailleurs, je suis aussi la coprésidente... On n'en a pas parlé non plus. Non, je peux. Mais il y a beaucoup de sujets. Mais on n'a qu'une heure, je veux dire. Mais je suis aussi la coprésidente vaudoise de la Fédération suisse des entreprises, donc qui représente des entreprises qui sont tenues de pratiquer une économie durable, et puis on est leur voix politique. On défend par exemple en ce moment le 0% d'intérêt pour les prêts Covid au niveau fédéral, donc pour les PME. Donc voilà, ce sera principalement ces thèmes-là. Vu qu'on a quelques minutes de rab avec les coupures, ça m'intéresse de poser justement, on n'a pas évoqué ce sujet des PME. C'est vrai que le tissu suisse, les Maniques notamment, puisqu'on parle des électeurs vaudoises, est particulièrement riche en termes de PME, et souvent elles sont un peu les grandes perdantes quand il y a des mises d'impôts, parce qu'elles n'ont pas le lobby qu'ont des grandes multinationales, ou elles ne sont pas dans des situations suffisamment précaires pour avoir des remises. Donc comment est-ce qu'on fait justement pour concilier à la fois le fait que ces PME doivent créer de la richesse et de l'emploi et être au cœur de notre système économique, et en même temps trouver le bon équilibre entre il faut des impôts, en même temps il faut qu'elles puissent se développer. Comment est-ce que vous voulez défendre, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur et vous en êtes une représentante même dans votre vie professionnelle, quelles sont les meilleures propositions pour défendre les PME dans notre canton et en Suisse de manière générale, vous êtes élu fédéral? Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment soutenir les PME pour leur transition énergétique et surtout mettre en place des innovations et favoriser l'innovation au sein des PME et
par ailleurs, l'accès au marché du travail, c'est-à-dire une main-d'œuvre qui est disponible en quantité suffisante et qualifiée. Et là, il y a un certain nombre de mesures que les cantons et la Confédération peuvent pousser. Et puis au niveau de l'énergie, on n'a pas parlé, mais quand même, moi il y a un sujet qui me fait tiquer toujours, c'est de dire, c'est très bien de vouloir mettre du solaire et de l'éolien. On est d'accord que c'est des énergies qui sont intermittentes et qu'il faut baquer ça avec des énergies. Alors ça peut être de l'hydraulique, ça peut être du nucléaire, ça peut être des centrales à gaz, voilà. Biogaz aussi. Biogaz, etc. Est-ce que ce serait pas intéressant aussi d'avoir des instruments où on peut produire notre énergie nous-mêmes, pas seulement l'énergie en tant que telle, c'est-à-dire on met le panneau solaire sur la maison ou le toit, bon, bah, on récupère de l'énergie, mais simplement le panneau solaire n'est pas produit en Suisse. Est-ce que je veux dire, est-ce qu'on a les moyens de créer des PME justement qui puissent développer des solutions d'énergie interne pour nos entreprises, pour nos ménages, directement de A à Z et pas seulement importer de l'énergie, soit de l'Europe, soit de Chine ou je ne sais quoi. Parce que c'est aussi dans la stratégie de développement et d'indépendance de nos PME, quoi. Exactement, mais c'est là aussi que la Suisse a son rôle à jouer. Aujourd'hui, on a les compétences sur notre territoire, on a l'infrastructure qui nous permet de développer ces innovations technologiques. Un certain nombre existent, n'attendent que à être exploités et testés. Maintenant, ce qui nous manque, c'est un vrai accès aux fonds européens, aussi au marché européen pour pouvoir développer ça, aux ressources humaines du marché européen. Et bien, je reviens un petit peu à ça, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à développer des accords cadres avec l'Union européenne, parce que sans ça, ce sera difficile. À un moment donné, on sera bloqué en termes d'innovation et de transition énergétique notamment. Et les PME seront les premières à en souffrir. Dernière question, est-ce que l'ouverture dans le monde, c'est pas seulement l'ouverture à l'Europe, c'est aussi aux autres pays du monde. Est-ce qu'il y a des autres pays, pas seulement en Europe, dans le reste du monde, qui seraient intéressants pour vous de ce rayonnement de la Suisse et de ces accords avec d'autres pays? Est-ce qu'il y a des pays qui vous intéresseraient plus que d'autres à aller faire des deals avec, peut-être plus accessibles ou avec un rapport de force, on va dire, peut-être un peu moins extrême que la Chine ou les États-Unis, qui sont des géants impériaux avec des moyens autrement plus colossaux? Est-ce qu'il y a des destinations ou des pays, vous en tant que femme d'affaires, entrepreneuse, développeuse, politique, j'oublie certainement des casquettes, qui seraient, je veux dire, ce pays-là, ce serait quand même intéressant de faire des partenariats avec sur ce type de questions. Parce que comme ça, il vous viendrait... Oui, après, la Suisse a déjà quelques accords avec des pays au cas par cas. Après, c'est clair, je pense à l'Australie, par exemple, parce que culturellement, c'est un pays occidental dont on est relativement proche. Maintenant, comme tous ces pays en dehors de l'Europe, on est assez loin géographiquement, et je pense que ça fait moins de sens, que c'est plus compliqué aussi de développer des relations d'affaires, d'importation, exportation de biens et de services. Et pourquoi spécifiquement l'Australie par rapport, je ne sais pas, à la Corée du Sud, l'Argentine, le Cameroun voilà, est-ce que c'est que l'aspect parce que c'est des Occidentaux qui sont installés là-bas il y a plusieurs siècles, ou c'est parce qu'il y a un savoir-faire spécifique qui pourrait être intéressant pour nous? Parce que vous parlez de savoir-faire et d'accès à une main-d'œuvre ou à des technologies, justement, donc, voilà. Non, je pense aux affinités culturelles, au fait que c'est aussi un marché qui est relativement, de taille moyenne, on peut dire grande par rapport à la Suisse. Après, je ne veux pas focaliser forcément là-dessus parce qu'on a déjà, la Suisse a déjà quelques accords comme avec d'autres pays, notamment en Amérique du Sud par exemple, ou aussi en Asie. Mais je pense que le focus devrait rester vraiment sur l'Union européenne. C'est là que, c'est la seule possibilité de maintenir un niveau économique élevé et de satisfaire les besoins des PME suisses. Je reviens encore parce que vraiment ça me titille. On est bien d'accord que ce que vous souhaitez, c'est des accords avec l'Union européenne et pas de rejoindre la structure bruxelloise telle que c'est. Parce que ça, forcément, déjà, les Suisses ne l'accepteraient pas par référendum, on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Donc, vous souhaitez, c'est avoir des meilleures conditions, des meilleurs accords, des accords facilités avec la structure européenne, avec les voisins, mais pas de rejoindre l'Union européenne en tant que telle. Non, pas de rejoindre l'Union européenne, mais par exemple de rejoindre l'EEE, qui est l'espace économique européen. Ouais, et qui permettrait à la Suisse de ne plus être considérée comme un pays tiers, au même titre que le Cameroun, l'Uruguay, l'Australie, par exemple. Alors qu'on est au milieu de leur territoire. Ça a le mérite d'être très clair. Charlotte Dabo, merci d'avoir participé à cet épisode de Femmes fédérales. Merci pour l'invitation. Yes.